Esha se tenait près de la fenêtre de son petit appartement à Atlanta, en Géorgie, contemplant le ciel gris, qui semblait refléter son trouble intérieur. La pluie martelait la vitre, les gouttes se fondant en courants informes, un peu comme sa vie s'était dissoute dans le chaos ces derniers mois. « Esha, tu es toujours là ?» appela une voix faible depuis la pièce voisine. La jeune femme de 23 ans soupira et rajusta une mèche égarée de ses cheveux noirs. Elle avait appris il y a longtemps à cacher ses vraies émotions derrière un sourire, mais aujourd'hui, même ce masque familier menaçait de s'effondrer. « Oui, maman, j'arrive », répondit-elle, essayant de paraître joyeuse. La chambre de sa mère sentait les médicaments et l'air vicié. Lena était allongée dans son lit, son visage autrefois plein maintenant émacié, ses yeux ternes de douleur et d'épuisement constant. La maladie la consumait depuis près d'1 an, et la famille n'avait pas d'argent pour un traitement approprié. « Je t'ai apporté du thé. » Esha posa la tasse sur la table de chevet et s'assit au bord du lit. « Comment te sens-tu ? » Ne demande pas, sa mère essaya de sourire, mais cela ressemblait plus à une grimace. « Où est ton père ? Papa ? » Il est allé parler à ses gens. Lena ferma les yeux, et une larme coula sur sa joue. « Mon Dieu, comment en sommes-nous arrivés là ? J'avais dit à Marcus de ne pas prendre d'argent chez eux. Je le lui avais dit. » Esha serra la main de sa mère. Elle se souvenait de ce jour, il y a 3 mois, où son père était rentré à la maison avec une liasse de billets l'argent pour l'opération de sa mère, qu'il ne pouvait pas se permettre. Cela avait semblé être le salut à l'époque, mais les usuriers n'étaient pas du genre à pardonner les dettes. La porte de l'appartement s'ouvrit brusquement avec fracas, faisant sursauter les 2 femmes. Marcus entra dans la pièce en titubant, et Esha sut immédiatement que la conversation ne s'était pas bien passée. Le visage de son père était cendré, ses mains tremblaient. « Papa, qu'ont-ils dit ?» L'homme s'effondra sur une chaise et enfouit son visage dans ses mains. Le silence se fit pendant quelques instants, brisé seulement par le tic-tac de la vieille horloge au mur. « Nous avons 1 semaine, dit-il enfin, la voix rauque. 1 semaine pour rembourser la dette. Sinon. » « Sinon quoi ?» chuchota Esha, bien que son cœur lui disait déjà que la nouvelle serait terrible. « Ils prendront l'appartement, et ce n'est même pas le pire. » « Quoi d'autre ? Qu'est-ce qu'ils ont dit d'autre ? » « Il y a une option. » Marcus leva les yeux vers sa fille, les yeux pleins de douleur et de honte. « Leur patron est un homme riche. Il t'a vu une fois quand il est venu ici, et il est prêt à effacer toute la dette si tu acceptes de l'épouser. » Esha sentit le sol se dérober sous ses pieds. Elle entendit les mots, mais son cerveau refusait de les traiter. « Tu es sérieux ? » étouffa T.L. « Papa, dis-moi que c'est une mauvaise blague. Je ne voudrais jamais. » La voix de Marcus se brisa. « Esha, je ne te demanderai jamais cela, mais ils ont dit. Ils ont dit que si nous ne payons pas, ils ne prendront pas seulement l'appartement. Ils ont promis que ta mère ne verrait pas la fin du mois. » Lena halta, et Esha se sentit se transformer en pierre. Des fragments de pensée lui traversèrent l'esprit, chacun plus terrifiant que le précédent. « Qui est-ce ? » demanda-t-elle, surprise par son propre calme. « Il s'appelle Elias Thorne. Il a près de 60 ans. Ils disent qu'il marche à peine après une maladie, mais il est incroyablement riche, influent. » Son père parla sans lever les yeux. « Nous n'avons pas le choix, ma chérie. » Les jours suivants passèrent dans le brouillard. Esha accomplissait mécaniquement ses tâches, prendre soin de sa mère, cuisiner, nettoyer, mais à l'intérieur, une tempête d'émotions contradictoires faisait rage, colère face à la folie de son père, pitié pour sa mère, peur de l'avenir inconnu, et pire que tout, un sentiment de culpabilité qu'au fond d'elle, elle blâmait ses parents pour sa situation. Le 3e jour, un homme arriva de la part d'Elias Thorne. Il était grand, bien bâti, environ 40 ans, et portait un costume coûteux. Il semblait tellement déplacé dans leur appartement morne qu'Esha faillit rire. « Je m'appelle Darius Powell », se présenta T.L., lui tendant une carte de visite. « Je suis l'assistant de Monsieur Thorne. Il m'a demandé de vous donner ceci. » Esha prit l'enveloppe avec des mains tremblantes. À l'intérieur, il y avait une photo d'un manoir qui ressemblait à un palais et une courte note, « Ce sera votre maison. Je vous promets que vous ne manquerez de rien, et Monsieur Thorne est un homme de parole. » Darius continua, observant sa réaction. Il comprend que la situation est inhabituelle, mais il est prêt à subvenir aux besoins non seulement des vôtres, mais aussi de vos parents. Votre mère aura les meilleurs médecins, un traitement à l'étranger si nécessaire.
Et qu'est-ce qu'il obtient en retour? La voix d'Esha était plus froide qu'elle ne l'avait prévu. Je dois savoir la vérité. Que veut-il vraiment de moi? Darius Powell hésita un instant, choisissant ses mots. Elias Thorne a près de 60 ans. Il est gravement malade après un accident vasculaire cérébral. Le côté gauche de son corps est à peine fonctionnel. Il marche avec beaucoup de difficultés, s'appuyant sur une canne et l'aide d'une infirmière. Les médecins lui donnent 1 an, peut-être 2 au maximum. Il n'a pas d'héritier, pas de famille. Il est seul. L'homme marqua une pause. Il veut passer le reste de sa vie non pas dans la solitude. Il a besoin de compagnie, d'une épouse qui sera à ses côtés. Alors, je suis censé être une infirmière? L'amertume perça la voix d'Esha. Une épouse, corrigea Darius, une épouse légitime. Après sa mort, vous hériterez de toute sa succession. C'est une fortune considérable. Croyez-moi, votre famille sera à l'abri du besoin pour le reste de sa vie. Esha regarda sa mère, qui était allongée dans la pièce voisine, ayant entendu chaque mot de la conversation. Leurs yeux se croisèrent, et dans les yeux de Lena, Esha vit une supplique et une volonté de tout abandonner juste pour que sa fille ne se sacrifie pas. J'ai des conditions, dit Esha, se surprenant de la fermeté de sa voix. Le traitement de ma mère commence immédiatement. La dette de mon père est complètement annulée aujourd'hui, et je veux le rencontrer avant le mariage, monsieur Thorne. Il préfère ne pas se montrer avant le mariage, commença Darius, mais Esha l'interrompit. Ce sont mes conditions. Soit je le vois avant, soit il n'y a pas d'accord. L'assistant sortit son téléphone et se dirigea vers la fenêtre, parlant doucement à quelqu'un. Esha entendit des bribes de phrases, elle insiste. Je comprends. D'accord, je vais lui dire. Finalement, il revint. Monsieur Thorne accepte. Demain à 3 heures de l'après-midi, une voiture viendra vous chercher et vous conduira au domaine. Il lui tendit une autre enveloppe, celle-ci épaisse. Ceci est une avance pour le traitement de votre mère. Vous recevrez le reste après l'enregistrement du mariage. Quand Darius partit, Esha ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait plus d'argent qu'elle n'en avait jamais vu de sa vie. Son père, qui regardait par-dessus son épaule, devint pâle. Mon Dieu, Esha, peut-être que nous ne devrions pas. Nous trouverons une solution. Non, papa, dit fermement la jeune fille. Nous ne trouverons pas de solution. Nous n'avons plus d'option. Demain, j'irai regarder cet homme, et ensuite je déciderai. Esha ne put pas dormir cette nuit-là. Elle resta allongée à fixer le plafond, pensant à la rapidité avec laquelle la vie pouvait changer. Il y a à peine 1 mois, elle était une fille ordinaire avec des rêves ordinaires, et trouver un bon emploi, rencontrer une personne agréable, fonder une famille. Maintenant, elle se préparait à se vendre pour sauver ses parents. Une berline noire arriva exactement à 15 heures. Esha mit sa plus belle robe, une simple robe bordeaux foncé qu'elle avait gardée pour les occasions spéciales. L'ironie de la situation ne lui échappa pas, elle se mettait sur son 31 pour rencontrer l'homme qu'il avait essentiellement acheté. Sa mère pleura en la voyant partir, tandis que son père se tenait à l'écart, incapable de croiser son regard. Esha serra Lena dans ses bras et murmura, « Tout ira bien, maman. Je te le promets. » C'était un mensonge, et elles le savaient toutes les deux. Le trajet jusqu'au domaine dura environ 1 heure. La voiture sortit des limites de la ville, serpentant le long de routes étroites entre champs et bosquets, jusqu'à ce qu'elle s'engage dans de hauts portails aux fioritures dorées. Au-delà des portails, le terrain s'étendait, ressemblant plus à un parc qu'à une cour, avec des pelouses parfaitement entretenues, des fontaines et des avenues d'arbres centenaires. Et au centre de toute cette splendeur se dressait le manoir, un bâtiment de 3 étages avec des colonnes et des balcons qui lui coupèrent le souffle. Darius Powell l'accueillit à l'entrée. « Bienvenue, dit-il avec un étrange sourire. Monsieur Thorne vous attend dans la bibliothèque. Veuillez me suivre. » À l'intérieur, le manoir était encore plus impressionnant, des sols en marbre, des lustres en cristal, des peintures dans des cadres dorés sur les murs. Esha eut l'impression d'être entré dans un musée. Leurs pas résonnaient dans les couloirs spacieux. La bibliothèque était au 2e étage. Darius ouvrit la massive porte en chêne et s'écarta, laissant Esha entrer en premier. La pièce était immense, avec des murs tapissés du sol au plafond de livres. Près de la fenêtre, assis sur une chaise, le dos tourné à la porte, se trouvait un homme. Esha ne pouvait voir que sa silhouette, larges épaules et cheveux gris.
Monsieur Thorne, votre invité, annonça l'assistant et sortit, fermant la porte derrière lui. Un silence lourd et oppressant se fit. L'homme ne se retourna pas, et Aisha ne savait pas quoi faire approcher ou attendre. Finalement, elle fit quelques pas en avant. Bonjour, sa voix était plus calme qu'elle ne l'avait prévu. Approchez, ordonna une voix grave. Je veux vous voir. Aisha contourna lentement la chaise et s'arrêta. Devant elle était assis un homme dont le visage était dissimulé par un étrange demi-masque qui couvrait la partie supérieure de son visage et un œil. Seul son menton, couvert d'une barbe grise, et ses lèvres fines étaient visibles. Son bras gauche reposait inerte sur la coudoir, tandis que sa main droite reposait sur le pommeau d'une canne. « N'ayez pas peur », sourit-il, remarquant sa réaction. L'accident vasculaire cérébral n'a épargné ni le corps ni le visage. Le côté gauche est paralysé. Le visage est déformé, une vue désagréable. Je suis d'accord, c'est pourquoi je porte ce masque. Aisha déglutit. Sa voix était forte, incompatible avec l'image d'un patient fragile. Asseyez-vous, fit-il un signe de tête vers une chaise en face de lui. J'imagine que vous avez des questions. Pourquoi moi, lâcha Aisha, s'asseyant. Vous avez tellement d'argent. Vous pourriez engager n'importe qui, acheter n'importe quelle entreprise. Pourquoi me forcer à vous épouser? Elias Thorne resta silencieux pendant quelques secondes, comme s'il réfléchissait à sa réponse. Parce que vous ne viendrez pas à moi par cupidité, dit-il finalement. Vous n'êtes pas ici parce que vous voulez mon argent pour vous-même. Vous êtes ici pour votre famille. Cela en dit long sur votre caractère. Il marqua une pause. Toute ma vie, j'ai été entouré de gens qui voulaient quelque chose de moi, de l'argent, des relations, de l'influence. Pas une seule personne qui était avec moi juste pour être avec moi. Et vous pensez que je serai avec vous juste pour être avec vous? Aisha ne put se retenir. Vous venez de dire vous-même que je suis ici pour ma famille. Oui, mais au moins vous êtes honnête sur vos motivations, répondit-il, et je sais que vous ne me trahirez pas. Votre loyauté envers votre famille est une garantie que vous remplirez votre part du marché. Quelle part exactement? Demanda Aisha. Que voulez-vous de moi? Elias Thorne lutta pour se lever, s'appuyant lourdement sur sa canne. Il était en effet à peine capable de se tenir debout. Sa jambe gauche traînait sur le sol. Soyez juste près de moi, dit-il fatigué. Dînez avec moi, parlez-moi, lisez-moi des livres, créez l'illusion que j'ai une famille, que je ne meurs pas seul. Il se tourna vers la fenêtre. C'est tout. Aisha regarda la silhouette courbée près de la fenêtre et ressentit un étrange mélange de pitié et de répulsion, pitié parce qu'il était un homme mourant et solitaire, répulsion parce qu'il utilisait sa richesse pour acheter de la compagnie sans demander ce qu'elle voulait. « Et si je refuse ?» demanda-t-elle doucement. « Si je me lève tout de suite et que je pars ?» Elias Thorne se tourna, et son seul œil visible derrière le masque brilla d'une sorte de surprise. « Alors l'argent que j'ai donné pour le traitement de votre mère devra être rendu, et la dette de votre père restera. Je ne vous retiens pas par la force. Le choix vous appartient toujours. » Aisha se leva et s'approcha de la fenêtre, se tenant à côté de lui. D'ici, il y avait une belle vue sur le jardin, baigné de la lumière du soleil couchant. Quelque part au-delà de ces hauts murs se trouvait son ancienne vieille petit appartement, la mère malade, le père rongé par la culpabilité, la pauvreté et le désespoir. « Quand a lieu le mariage ?» demanda-t-elle sans quitter la fenêtre des yeux. « Dans une semaine. Une cérémonie discrète, seulement le strict nécessaire, pas de célébration à moins que vous ne vous y opposiez. » Je ne m'y oppose pas, Aisha se tourna vers lui. J'ai une autre condition. Je vous écoute. Je veux continuer à rendre visite régulièrement à mes parents, et je veux qu'ils puissent venir ici quand maman se sentira mieux. Elias Thorne hocha la tête. Bien sûr. C'est votre maison maintenant. Vous pouvez inviter qui vous voulez. Il fit quelques pas vers la porte, chaque pas était un effort visible. Darius vous montrera les chambres. Vous pouvez choisir celle que vous voulez, sauf la mienne. Vos affaires seront apportées demain. Attendez. Aisha l'arrêta. Je n'ai pas encore dit oui définitivement. L'homme se tourna, et ses lèvres se courbèrent en une imitation de sourire. Mais vous avez déjà pris votre décision. Je peux le voir. Il ouvrit la porte. Bienvenue dans la cage dorée, Aisha. Quand la porte se referma derrière lui, la jeune fille s'effondra sur la chaise et se couvrit le visage de ses mains.
Il n'y avait pas de larmes, elle semblait les avoir toutes versées ces derniers jours. Seul le vide et l'épuisement restaient. Darius Powell apparut environ 10 minutes plus tard et la conduisit à travers le manoir. Il y avait tellement de pièces qu'Esha perdit le compte, des salons, des salles à manger, des salles de billard, une salle de sport, un jardin d'hiver. Les chambres étaient au 3e étage, une suite entière de pièces avec de hauts plafonds et d'immenses fenêtres. Cette partie du domaine est entièrement à votre disposition, expliqua l'assistant. Monsieur Thorne occupe des pièces au 1er étage. Il lui est difficile d'utiliser les escaliers. Vous pouvez choisir n'importe quelle chambre. Esha s'arrêta devant une pièce dans le coin du bâtiment. Les fenêtres offraient une vue sur le jardin d'un côté et sur les bois de l'autre. La pièce était lumineuse et spacieuse, le mobilier substantiel mais pas ostentatoire. Celle-ci, dit-elle. Un excellent choix, approuva Darius. Quelqu'un vivait ici. Il hésita. N'y pensez plus. Demain, je ferai en sorte que vos effets personnels soient apportés ici et maintenant, permettez-moi de vous conduire au dîner. Monsieur Thorne vous attend dans la petite salle à manger à 19h. Laissé seul, Esha marcha jusqu'à la fenêtre et appuya son front contre la vitre froide. En bas, un jardinier tailla les haies, une scène paisible et ordinaire. Mais à l'intérieur d'Esha, tout se bousculait. Elle se souvint des mots d'Elias Thorne à propos de la cage dorée. Comme il l'avait dit avec précision. Tout était là, la richesse, le confort, la sécurité, tout sauf la liberté. À 19h ce soir-là, elle descendit à la petite salle à manger. La petite pièce avait la taille de leur appartement entier. Une longue table était dressée pour 2 personnes aux extrémités opposées. Elias Thorne était déjà assis à sa place, le masque dissimulant toujours son visage. « Veuillez vous asseoir », fit-il un geste vers le siège d'en face. Le dîner se passa dans un silence oppressant. Esha toucha à peine à sa nourriture, bien que les plats soient exquis. Elias Thorne mangea lentement, maladroitement, manipulant sa fourchette avec sa main droite. « Parlez-moi de vous, dit-il finalement. Qu'avez-vous fait? Que aimez-vous? Je travaillais à la bibliothèque publique, répondit brièvement Esha. J'adore lire. Quel genre de livres? Des classiques Dostoïevski, Tolstoï. Je lis aussi de la fiction moderne. Nous avons une grande bibliothèque ici, nota Teil. Vous pouvez prendre n'importe quel livre. J'adore lire aussi, mais ma vue baisse maintenant. Ce serait agréable si vous vouliez bien me lire à voix haute parfois. Esha hocha la tête sans croiser son regard. Après le dîner, Esha retourna dans sa chambre et resta longtemps près de la fenêtre, à regarder dans l'obscurité. Les étoiles dans le ciel semblaient lointaines et froides, comme sa nouvelle vie. Elle essaya d'imaginer vivre ici en permanence, que c'était sa maison, mais la pensée ne s'installait pas dans son esprit. Au matin, elle fut réveillée par un coup à la porte. Une femme d'une 50aine d'années, portant une robe grise stricte, se tenait sur le seuil. « Bonjour », dit-elle avec un léger accent. « Je m'appelle Esther. Je suis la gouvernante. Monsieur Thorne m'a demandé de vous dire que le petit déjeuner est servi à 8h. Vos affaires ont été livrées. J'ai fait en sorte qu'elles soient placées dans le dressing. » Esha entra dans le dressing et s'arrêta sur le seuil. Sa modeste valise de vêtements était perdue parmi les nouvelles robes, les costumes et les chaussures. Tout était cher, de haute qualité, clairement choisi pour correspondre à sa taille. « D'où ça vient ?» demanda-t-elle, déconcertée. Monsieur Thorne s'en est chargé, haussa les épaules Esther. Il a dit qu'une épouse devait en avoir l'air. Si quelque chose ne va pas, dites-le moi, et nous l'échangerons. Esha passa sa main sur une robe de soie. Elle n'aurait pu que rêver de telles choses auparavant. Maintenant, elle avait une garde-robe entière, mais cela ne lui apportait aucune joie. Chaque robe était un rappel du prix qu'elle avait payé. Les jours suivants se fondirent dans une routine monotone, petit déjeuner et dîner avec Elias Thorne, mené avec une conversation polie mais forcée, de longues heures dans la bibliothèque où elle lui lisait à voix haute, des promenades solitaires dans le jardin. Elias Thorne n'insistait pas sur sa présence constante. Il lui donnait la liberté, mais cette liberté était illusoire. Elle était toujours dans une cage, même si elle était dorée. Elle fut surprise qu'Elias n'ait jamais une seule fois tenté de se rapprocher physiquement d'elle. Il gardait ses distances, toujours poli et correct. Parfois, elle surprenait son regard, le seul œil visible derrière le masque, regardant avec une sorte de mélancolie, mais il détournait immédiatement le regard. Le 4e soir,
alors qu'Esha lui lisait une histoire de Tchekhov, il l'interrompit soudainement. Êtes-vous malheureuse ici? Ce n'était pas une question. Esha ferma le livre et le regarda. Vous vous attendiez à quoi que je sois extatique? Non, soupira-t-il lourdement, mais j'espérais qu'avec le temps, vous vous habitueriez au moins. À la vie en captivité? À me vendre? L'amertume perça sa voix. Vous avez sauvé votre famille, rétorqua-t-il. Ce n'est pas une vente, c'est un sacrifice. Il y a peu de différence. Esha se leva. Puis-je partir? Je suis fatigué. Elias Thorne hocha la tête, et elle se dirigea vers la porte, mais sa voix l'arrêta. Esha, je sais ce que vous pensez de moi, et peut-être avez-vous raison, mais croyez-moi, si j'avais eu une autre solution. Il se tut. Bonne nuit. Elle partit sans répondre. Dans le couloir, elle croisa Darius Powell. Comment va-t-il? Demanda l'assistant. Fatigué, répondit sèchement Esha, essayant de le dépasser, mais il la retint avec une question. Savez-vous pourquoi il porte constamment le masque? Il a dit que son visage est paralysé après l'accident vasculaire cérébral. Darius la regarda étrangement. Oui, bien sûr. C'est la seule raison. Il hocha la tête et partit, laissant Esha perplexe. Que voulait-il dire? Le mariage eut lieu exactement une semaine plus tard, comme Elias Thorne l'avait promis, une petite cérémonie au bureau du greffier du comté, sans invité ni célébration, seulement eux deux, Darius Powell comme témoin, et une femme âgée qu'Esha n'avait jamais vue auparavant. Elias Thorne arriva dans un costume noir formel, s'appuyant sur sa canne. Le masque dissimulait toujours la moitié de son visage. Esha portait une simple robe blanche, l'une des nouvelles venues dans sa garde-robe. Elle ne pouvait se résoudre à se regarder dans le miroir avant de partir. La cérémonie fut courte et sans joie. Lorsque le greffier les déclara mari et femme, Elias Thorne ne tenta pas d'embrasser la mariée. Il prit simplement sa main. Sa paume était étonnamment chaude et sèche. Il murmura « Merci ». Esha ne répondit pas, une boule dans sa gorge l'empêchait de prononcer un mot. Après l'enregistrement, Darius Powell les ramena au domaine. Sur le chemin, Esha regarda par la fenêtre, sans voir le paysage défiler. Elle était maintenant officiellement Madame Thorne, réalisa-t-elle soudain. Elle ne connaissait même pas le nom de famille de son mari. « Quel est votre nom de famille » demanda-t-elle, brisant le silence. Elias Thorne sourit. « Thorne, et maintenant c'est le vôtre. » C'est ironique, n'est-ce pas? Les épines ne sont guère un symbole de loyauté et d'amour, mais pour nous. Il ne termina pas la phrase, mais Esha comprit qu'ils avaient un contrat, un accord, mais certainement pas d'amour. Ce soir-là, Esther apparut dans la chambre d'Esha avec un plateau. « Monsieur Thorne m'a demandé de vous dire que le dîner aura lieu dans ses appartements, » dit la gouvernante, posant le plateau sur la petite table. « Il vous attend à 21h ce soir. » Dans ses appartements, répéta Esha, son cœur battant plus vite. Mais nous dînons toujours dans la salle à manger. Aujourd'hui est un jour spécial, évita Esther son regard, le mariage, après tout. Quand la gouvernante partit, Esha s'effondra sur le lit, ses mains tremblaient. Elle savait que ce moment devait arriver, mais elle n'était toujours pas préparée. Toute la journée, elle s'était convaincue qu'Elias était trop malade, trop fragile pour les relations conjugales, mais si elle se trompait? À 21h, rassemblant toute sa détermination, elle descendit au premier étage. Les appartements d'Elias Thorne se trouvaient dans l'allée du manoir, où elle n'était jamais allée auparavant. Le couloir était faiblement éclairé, des ombres dansaient sur les murs. Elle frappa à la massive porte. « Entrez », appela sa voix. La pièce était étonnamment modeste, un grand lit avec un couvre-lit foncé, quelques fauteuils, des étagères, une cheminée allumée. Une petite table était dressée pour le dîner pour deux, avec des bougies, du vin et des plats exquis. Elias Thorne se tenait près de la cheminée, portant toujours son masque. Il se tourna en entendant ses pas, « N'ayez pas peur », dit-il, comme s'il lisait dans ses pensées. « Je ne vais pas, je vous ai juste demandé de dîner traditionnellement, un couple passe sa première nuit ensemble, mais je comprends que ce serait trop pour vous. » Esha sentit une vague de soulagement, immédiatement remplacée par la honte. Elle s'assit à la table, évitant son regard. « Je voulais parler des règles de notre vie ensemble, » continua Elias Thorne, prenant place en face d'elle. « Vous êtes libre de faire ce que vous voulez, de rencontrer des amis, de voyager où vous le souhaitez. L'argent est à votre disposition.
Je n'ai pas l'intention de vous contrôler. Alors pourquoi tout ça, lâcha Esha? Si vous n'avez pas besoin d'une vraie femme, pourquoi le mariage? Elias Thorne versa du vin dans 2 verres. J'ai besoin de compagnie, dit-il simplement, quelqu'un qui sera ici dans cette maison, quelqu'un à qui je pourrai parler le soir, quelqu'un qui sera près de moi quand la fin arrivera. Il se tut, le regard fixé sur la cheminée. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point il est terrifiant de mourir seul. Il y avait tant de tristesse dans sa voix qu'Esha ressentit un serrement de cœur inattendu. Parlez-moi de vous, demanda-t-elle. Qui êtes-vous? D'où vient cet argent? Pourquoi êtes-vous seul? Elias Thorne resta silencieux pendant un long moment, puis but une gorgée de son vin. Une longue et triste histoire. Je suis sûr que vous ne voulez pas l'entendre. Si, insista Esha. Si nous sommes mari et femme maintenant, je devrais au moins savoir avec qui je vis sous le même toit. Elias Thorne se pencha en arrière dans son fauteuil, les doigts crispés autour du verre. Le feu de la cheminée projetait d'étranges ombres sur sa silhouette, lui donnant l'air d'un fantôme du passé. Je suis né dans une famille pauvre, commença-t-il. Mon père buvait. Ma mère avait 2 emplois pour nous nourrir, mon frère et moi. J'ai compris dès l'enfance que si je voulais réussir quoi que ce soit, je devrais me battre pour y arriver. J'ai étudié dur, je suis allé à l'université, j'ai travaillé partout où je pouvais. Il fit une pause. Et puis il y a eu le grand boom, le chaos, les opportunités, les risques. J'ai pris un risque, j'ai contracté un prêt, j'ai créé une petite entreprise. J'ai eu de la chance. L'entreprise a décollé, puis une autre, puis encore une autre. Après 10 ans, j'étais riche, après 20 ans, très riche. Et étiez-vous seul pendant tout ce temps, demanda Esha. Non. L'amertume entra dans sa voix. J'étais marié. Céleste. Elle était belle, intelligente. Je pensais que je l'aimais. Nous nous sommes mariés quand j'avais 35 ans. Nous avons eu une fille. Esha tressaillit. Une fille? Il avait donc une famille. Que s'est-il passé? Demanda-t-elle doucement. J'étais trop occupé par les affaires. Elias Thorne regarda le feu s'ensiller. Voyage constant, réunions, transactions. Je pensais que je subvenais à leurs besoins, que je leur offrais le meilleur, mais en réalité, j'étais juste absent. Céleste se sentait seule, et puis elle a rencontré un autre homme, mon ancien associé. Sa voix devint dure. Ils ont eu une liaison dans mon dos pendant toute une année. Quand je l'ai découvert, j'ai fait une scène. Céleste a pris notre fille et est partie avec lui. Et votre fille? Quel âge avait-elle? 12 ans. Elle s'appelait Zoé. Il serra le poing. J'ai essayé de me battre pour elle, mais ma femme a monté l'enfant contre moi. Elle a dit que je les avais abandonnés, que l'argent était plus important pour moi. Zoé a cessé de me parler, et puis il y a eu l'accident. Esha se figea, sentant quelque chose de terrible. Céleste et son nouveau mari conduisaient. Zoé était avec eux. Un conducteur ivre a franchi la ligne blanche. Elias Thorne se tut, et Esha vit sa main trembler. Ils sont tous les 3 morts sur le coup. Zoé avait 16 ans. Je suis tellement désolé, murmura Esha, et pour la première fois, sa sympathie était sincère. Après ça, j'ai repoussé tout le monde, continua Elias Thorne. Je me suis encore plus plongé dans le travail. J'ai construit ce domaine. Je pensais que je créerais une sorte de nid familial ici, où je pourrais amener mes petits-enfants un jour. Idiot, n'est-ce pas? Il sourit amèrement, puis l'accident vasculaire cérébral s'est produit. Le médecin a dit, stress, surmenage, âge. Je me suis retrouvé enchaîné à ce piège de corps, dont la moitié ne fonctionne pas, Esha le regarda, et quelque chose changea en elle. Ce n'était pas seulement un vieil homme riche qui avait acheté une jeune femme, c'était un homme brisé qui avait perdu tout ce qui comptait. C'est pour ça que vous portez le masque, dit-elle, pas seulement à cause de la paralysie. Elias Thorne acquiesça. Je ne veux pas voir la pitié dans les yeux des gens. C'est suffisant que je la voie dans le miroir chaque matin. Ils restèrent assis en silence, seulement interrompus par le crépitement du bois dans la cheminée. Esha réfléchit à ce qu'elle avait entendu. Sa propre douleur n'avait pas disparu, mais maintenant elle comprenait qu'Elias souffrait aussi. La chambre que j'ai choisie, dit-elle soudainement. Darius Powell a commencé à dire que quelqu'un y avait vécu avant. C'était Zoé?
Elias Thorne tressaillit comme s'il avait été frappé. Oui, réussit-il à dire. Je l'ai meublé, je l'ai préparé pour l'arrivée de ma fille, en espérant qu'elle me rendrait visite un jour. Mais elle n'est jamais venue. Après sa mort, j'ai ordonné que la pièce soit fermée. Personne n'y est entré pendant presque 7 ans. Devrais-je en choisir une autre, proposa Esha. Non, répondit-il sèchement. Au contraire. Qu'il y ait de nouveau de la vie dans cette pièce. Qu'elle ne reste pas comme un mausolée vide. Il se leva, s'appuyant lourdement sur sa canne. Il est tard. Vous devriez aller vous reposer. Esha se leva, mais s'attarda à la porte. Monsieur Thorne, merci de m'avoir raconté. Je suis vraiment désolé. Tout cela est du passé, fit-il en la congédiant d'un geste, mais elle pouvait voir à quel point ses épaules étaient tendues. Bonne nuit, Esha. Esha monta dans sa chambre et ne put pas dormir. Pendant longtemps, l'histoire d'Elias Thorne la hanta. Elle imagina la petite Zoé qui avait vécu entre ses murs, seulement dans les rêves de son père, la fille qui n'avait jamais su qu'une maison l'attendait pour son retour. Le matin, Esha se réveilla au son de la pluie. Des gouttes grises tambourinaient contre la vitre, transformant le jardin en un aquarelle flou. Elle s'habilla et descendit prendre le petit déjeuner, mais Elias n'était pas à table. Il ne se sent pas bien, expliqua Esther en lui versant son café. Le médecin est avec lui maintenant. Il a dit qu'il devrait aller mieux d'ici le déjeuner. Est-ce grave, demanda Esha, surprise par sa propre inquiétude. Une exacerbation. Cela arrive après un stress ou un surmenage. La gouvernante secoua la tête. Hier a été difficile pour lui, le mariage, parler du passé. Esha ressentit un serrement de cœur. Puis-je lui rendre visite? Esther haussa les sourcils avec surprise. Bien sûr. Vous êtes sa femme maintenant. Attendez juste que le médecin ait terminé son examen. Esha passa la matinée à la bibliothèque à essayer de lire, mais ses pensées revenaient constamment à Elias. Vers midi, Darius Powell apparut. Monsieur Thorne vous demande de venir le voir, si cela ne vous dérange pas. Elle le suivit jusqu'aux appartements de son mari. Elias Thorne était allongé dans son lit, pâle, mais il n'avait toujours pas enlevé le masque. En voyant Esha, il essaya de se relever, mais elle lui fit signe de rester couché. Restez tranquille. Comment vous sentez-vous? Je vais vivre, sourit-il faiblement. Je suis désolé d'avoir gâché votre premier jour de mariage. Bêtise. Esha rapprocha une chaise du lit et s'assit. Vous devez vous reposer. Peut-être devrais-je vous lire quelque chose. Elias la regarda avec surprise. Vous n'êtes pas obligé. Je sais. Mais je veux le faire. Elle prit le livre sur la table de chevet, un recueil de nouvelles de Tchekhov, et commença à lire. Sa voix était calme et mélodieuse, remplissant la pièce. Elias Thorne ferma les yeux, et pour la première fois depuis des jours, l'expression sur son visage devint paisible. Elle lut pendant environ 1 heure. Quand elle eut fini l'histoire, elle vit qu'Elias était endormi. Elle se leva doucement, se préparant à partir, mais sa voix l'arrêta. Ne partez pas. S'il vous plaît. Esha se retourna. Il n'avait pas ouvert les yeux, mais sa main était légèrement tendue vers elle. Asseyez-vous juste ici. Je me sens mieux quand vous êtes prêt. Elle retourna à la chaise, et ils restèrent assis en silence. La pluie à l'extérieur devint plus forte, se transformant en averse. Le feu crépitait dans la cheminée, et dans ce calme, Esha réalisa soudain qu'elle ne se sentait plus aussi accablée qu'avant. Quelque chose avait changé après la conversation d'hier. Ce soir-là, quand Elias alla mieux, ils dînèrent ensemble dans sa chambre. Il mangea peu, mais était de meilleure humeur. Votre mère, dit-il entre deux plats. Darius s'est arrangé avec la clinique. Elle sera amenée pour un examen diagnostic complet après-demain. Les meilleurs spécialistes. Merci. Esha sentit les larmes monter. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point cela compte pour moi. Je peux imaginer. Il prit un verre d'eau. La famille est la chose la plus précieuse. Je l'ai réalisé trop tard, mais vous avez encore le temps. Vous avez toute votre vie devant vous. Vous aussi, rétorqua Esha. Les médecins peuvent se tromper. Elias Thorne sourit tristement. Ma chère, j'ai déjà fait la paix avec ça, mais je suis reconnaissant au destin de vous avoir envoyé vers moi, ne serait-ce qu'à la fin.
Ils restèrent éveillés tard ensemble, à parler de tout et de rien. Elias partagea des histoires de sa jeunesse, et Esha parla de la bibliothèque où elle travaillait et des livres qu'elle aimait. À chaque minute qui passait, le mur entre eux s'amincissait. Quand Esha retourna dans sa chambre, il était passé minuit. Elle s'allongea dans son lit et ferma les yeux, mais le sommeil ne vint pas. La voix d'Elias Thorne résonnait dans sa tête, « Je me sens mieux quand vous êtes prêt. » Une phrase si simple, mais si pleine de solitude. Puis elle entendit un cri. Esha sauta hors du lit et, sans hésitation, se précipita en bas des escaliers. Le cri venait des appartements d'Elias, désespéré, plein de douleur. Elle ouvrit la porte d'un coup et se figea sur le seuil. Elias Thorne était allongé sur le sol près du lit, recroquevillé de douleur. Le masque avait glissé sur le côté, révélant une partie de son visage. Sa canne renversée était à côté de lui. « Monsieur Thorne !» Esha se précipita vers lui. « Que s'est-il passé ?»« Je suis tombé, » articula-t-il avec difficulté entre ses dents serrées. « J'essayais d'aller à la salle de bain. Ma jambe a lâché. Ne bougez pas. » Elle attrapa le téléphone qu'elle vit sur la table de chevet et composa le numéro enregistré sous le nom de Darius. L'assistant répondit après la 3e sonnerie, la voix pâteuse. « Venez immédiatement et appelez un médecin. » Monsieur Thorne est tombé. Pendant qu'ils attendaient, Esha l'aida prudemment à s'asseoir, adossant son dos contre le lit. Elias Thorne respirait lourdement, le visage crispé de douleur. Le masque pendait maintenant de son cordon, exposant complètement son visage. Esha le vit complètement pour la première fois. Le côté gauche était effectivement paralysé, la paupière tombante, le coin de sa bouche figé dans une position anormale, mais ce n'était pas ça qui la fit retenir son souffle. Même à travers les traces de la maladie, à travers les cheveux gris et les rides, elle voyait des traits qui lui semblaient vaguement familiers, quelque chose dans la forme de ses pommettes, la ligne de sa mâchoire, le dessin de ses yeux. Ne regardez pas, Elias Thorne essaya de tourner la tête, mais Esha l'arrêta doucement. C'est bon, vous savez. Je ne suis pas difficile. Elle prit une serviette du fauteuil et essuya soigneusement la sueur de son front. Où avez-vous le plus mal? À ma jambe. Je crois que je me suis tordu la cheville. 10 minutes plus tard, Darius Powell se précipita, suivi du médecin, un homme âgé aux tempes grises et aux yeux fatigués. Pendant que le médecin examinait Elias, Esha se tenait à l'écart mais n'avait aucune intention de partir. Une entorse, confirma le médecin. Une contusion sévère. Nous devons l'immobiliser. Plusieurs jours de repos au lit sont essentiels. Je vais me débrouiller, commença Elias, mais le médecin l'interrompit. Vous avez besoin d'aide, d'une aide constante. Vous ne pouvez pas être seul, monsieur Thorne. Dans votre état, toute chute pourrait finir bien plus mal. Il m'a moi, dit Esha, surprenant même elle-même. Je vais prendre soin de lui. Tous les trois, Elias, le médecin et Darius, la fixèrent. Esha, vous n'êtes pas obligé, commença Elias, mais elle leva la main. Je suis votre femme, officiellement, et les femmes prennent soin de leur mari quand ils sont malades, alors ne discutez pas, le médecin acquiesça avec approbation et commença à donner des instructions. Esha écouta attentivement, mémorisant chaque mot. Lorsque le médecin et Darius Powell finirent par partir, elle aida Elias à se déplacer sur le lit. « Pourquoi faites-vous ça ?» demanda-t-il doucement alors qu'elle le recouvrait d'une couverture. « Nous savons tous les deux que ce n'est pas un vrai mariage. » Esha s'assit sur le bord du lit. « Ce n'est peut-être pas réel au sens habituel, mais vous avez aidé ma famille. Vous avez donné à ma mère une chance de vivre, et je ne peux pas rester les bras croisés quand vous avez mal. » Elias Thorne la regarda longuement, et quelque chose comme des larmes brilla dans son œil visible. « Vous êtes incroyable, murmura-t-il. Zoé aurait été tout aussi gentille, tout aussi compatissante. « Parlez-moi d'elle, » demanda Esha. « Comment était-elle » Et Elias Thorne lui raconta l'histoire de la petite fille avec des couettes qui adorait lire des contes de fées, de la façon dont elle rêvait de devenir médecin, de son rire qui sonnait comme des cloches. Il parla, et des larmes coulèrent sur son visage, n'étant plus cachées par le masque. Esha lui prit la main et écouta en silence, et plus tard, quand il s'endormit, épuisée par la douleur et les souvenirs, elle resta assise près de lui, non pas dans sa luxueuse chambre au 3e étage, mais ici dans le fauteuil près de son lit. Le matin, elle se réveilla en sentant quelqu'un la recouvrir d'un jeté. En ouvrant les yeux, elle vit Esther. « Vous êtes restée assise toute la nuit ?»
La gouvernante secoua la tête. Allez vous laver et vous changer. Je vais rester avec lui. Mais dès qu'Esha se leva, Elias ouvrit les yeux. Vous êtes là, un son de soulagement était dans sa voix. Je suis là, acquiesça-t-elle, et je ne vais nulle part. Les jours suivants furent difficiles. Esha ne quitta presque pas le côté d'Elias, l'aidant pour tout. Elle lui lut des livres, lui apporta des repas, l'aida à se déplacer, et à chaque jour qui passait, leur lien se renforçait. Une semaine s'était écoulée depuis la chute d'Elias. Esha s'était habituée à la nouvelle routine. Elle passait la plupart de son temps avec lui, et ça ne ressemblait plus à une obligation. Elias s'avéra être un interlocuteur d'une richesse inattendue. Il avait beaucoup voyagé, connaissait plusieurs langues et comprenait l'art et la littérature. Derrière son masque bourru de millionnaire se cachait un homme très cultivé et sensible. Ce jour-là, Esha devait rendre visite à sa mère à la clinique. L'examen avait montré qu'une intervention chirurgicale était possible, et elle était prévue pour la semaine suivante. Sa mère avait meilleure mine, l'espoir faisait des merveilles. « Comment va-t-il » demanda Lina et quand elles furent seules. « Votre mari » Esha réfléchit à la question. « Il n'est pas celui que j'imaginais. C'est un homme bon, maman, juste très seul et malheureux. »« L'aimez-vous » demanda sa mère doucement. « Non » répondit Esha, trop vite. « Enfin, je ne sais pas. Ce n'est pas de l'amour au sens habituel, mais je ne suis pas indifférente à ce qui lui arrive, et ce n'est plus difficile pour moi d'être près de lui. » Lina lui prit la main. « Vous savez, Esha, l'amour se présente de différentes manières. Il ne frappe pas toujours comme la foudre, comme dans les romans. Parfois, il grandit lentement à partir de l'attention, de la compréhension. Peut-être que ce que vous ressentez est le début de quelque chose de réel. » En retournant au domaine ce soir-là, Esha trouva une agitation inhabituelle. Une voiture inconnue était garée à l'entrée, et dans le hall, elle croisa un grand homme d'une 50aine d'années, vêtu d'un costume coûteux. « Et vous devez être la nouvelle femme d'Elias » dit-il avec un sourire désagréable. « Eh bien, je dois l'avouer à mon frère, il a toujours eu un goût excellent. » Esha s'arrêta net. « Frère ? Excusez-moi. Je ne me suis pas présenté. » L'homme tendit la main. « Silas Thorne. Le frère cadet d'Elias, bien que je préfère dire le moins fortuné. » Une envie mal dissimulée était dans sa voix. Esha serra la main tendue froidement. « Monsieur Thorne n'a pas mentionné votre venue. » Il ne le savait pas, Silas Thorne sourit. « J'ai décidé de rendre visite à mon frère, j'ai appris son mariage précipité, et j'ai pensé que je devais le féliciter. » Où est-il, au fait ? Dans ses appartements, mais il ne faut pas le déranger. Il est tombé récemment. Je sais, je sais. Silas interrompit. Darius m'a tout dit. Son corps est complètement défaillant maintenant, hein. Il passa devant elle en direction de l'escalier. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas le fatiguer. Esha voulut l'arrêter, mais à ce moment-là, la voix d'Elias appela depuis sa chambre, laisse-le entrer, Esha. Il ne se reposera pas autrement. Silas Thorne entra dans la chambre de son frère, et Esha resta dans le couloir, mais la porte ne se ferma pas complètement. Elle entendit involontairement la conversation. Eh bien, mon frère, la voix de Silas sonnait moqueuse. Complètement déchu. Où est-ce une autre performance ? Que veux-tu, Silas ? La voix d'Elias était lasse. Un parent ne peut-il pas simplement rendre visite ? J'ai appris que tu avais épousé une fille assez jeune pour être ta petite fille, que tu t'étais acheté une infirmière. Surveille ton langage. Et qu'est-ce qui ne va pas avec ça ? Silas rit. Nous connaissons tous les deux la vérité, tu l'as payé, comme une possession, tout comme tu as acheté tout dans ta vie, des relations d'affaires, même ta première femme. Céleste ne m'a pas épousé pour l'argent, rétorqua Elias, mais l'incertitude était dans sa voix. Continue de te dire ça, mais nous savons tous les deux qu'elle ne t'aimait pas. Et tu sais ce qui est drôle ? Zoé non plus. Ta fille te haïssait. Elias, elle me l'a dit, alors le silence se fit. Esha porta sa main à sa bouche pour ne pas crier. Tu as vu Zoé ? La voix d'Elias tremblait. Bien sûr. Céleste m'a appelé après votre rupture. Nous nous sommes rencontrés. Elle voulait des conseils sur la façon de te gérer, et Zoé était avec elle. 12 filles. Dommage qu'elle soit morte.
Il n'y avait pas un brin de regret dans la voix de Silas. Mais tu sais ce qu'elle m'a demandé? Pourquoi son père était si froid, pourquoi tu n'étais jamais là pour elle? Elle a pleuré, Elias. Ta fille a pleuré à cause de toi. Sors, murmura Elias. S'il te plaît, sors. Encore une question, mon frère. As-tu déjà changé ton testament en faveur de ta jeune femme? Il fit une pause. Ou ne sait-elle toujours pas que l'héritage qui lui a été promis doit encore être officiellement arrangé? Je me demande ce qui se passerait si tu ne parvenais pas à le faire. L'Ancien Testament à mon nom est toujours valable. Echa se figea. Le testament? Il n'avait pas encore été modifié. J'ai l'intention de le réécrire cette semaine, dit Elias. J'ai déjà pris des dispositions avec le notaire. Tu as l'intention de, imita Silas, mais tu ne l'as pas encore réécrit, et étant donné ta santé, tu pourrais ne pas y arriver. Pense à ça, et à la façon dont ta douce petite femme pourrait perdre son temps sur un vieil homme mourant. Il sortit de la pièce et tomba directement sur Echa dans le couloir. Il sourit narquoisement. En train d'écouter aux portes. C'est bon. Maintenant, vous savez la vérité. Mon conseil? Dépêchez-le avec le testament, ou vous risquez de vous retrouver sans rien. Echa regarda Silas s'éloigner, sentant tout se tordre à l'intérieur d'elle. Les mots de son frère résonnaient dans sa tête, dépêchez-le avec le testament. Vous risquez de vous retrouver sans rien. Elle entra lentement dans les appartements d'Elias. Il était assis sur le lit, dos à la porte, les épaules affaissées. Le masque était posé sur la table de chevet. Il avait cessé de le porter devant Echa après la nuit où il était tombé. Entendant ses pas, il ne se retourna pas. Tu as tout entendu? Ce n'était pas une question. Oui. Echa s'approcha. Est-ce vrai? Le testament est toujours à son nom. Elias Thorne soupira lourdement et finit par se tourner vers elle. Son visage, déformé par la paralysie, paraissait particulièrement triste dans la faible lumière des lampes du soir. Oui. Je l'ai rédigé il y a des années, quand Silas et moi étions encore en bons termes. Après la mort de Zoé, je n'ai tout simplement pas vu l'intérêt de le changer. Il ne restait plus personne à qui laisser la fortune. Il la regarda. Quand tu as accepté de m'épouser, j'ai immédiatement dit à Darius de contacter le notaire. Je voulais tout te transférer. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait? Le notaire était en déplacement. Il ne rentrera qu'après-demain. J'allais te le dire, mais il s'arrêta. J'avais peur que tu penses que j'essayais d'acheter ton affection, que l'argent était tout ce que je pouvais offrir. Echa s'assit sur le tabouret à côté du lit. Ses pensées s'emballaient. Darius lui avait promis l'héritage avant même le mariage, donc Elias avait vraiment prévu de changer le testament depuis le début. Mais que se passerait-il s'il n'y parvenait pas? Que se passerait-il avant la rencontre avec le notaire? À quoi penses-tu? Demanda doucement Elias Thorne. Je pense que Silas a raison, admit elle. J'ai vraiment accepté ce mariage à cause de l'argent, pas pour moi, mais quand même à cause de l'argent. Cela ne me rend pas meilleur que les gens que vous appelez les acheteurs dans votre vie. Non, rétorqua sèchement Elias Thorne. Tu n'es pas comme ça. Silas a dit ces choses intentionnellement pour semer la zizanie entre nous. Il est envieux et avide, il l'a toujours été. Je l'ai aidé, je lui ai donné de l'argent pour son entreprise, je l'ai sorti de ses dettes, mais il en voulait toujours plus. Il voulait ce que j'avais, mais il ne voulait pas travailler pour l'obtenir. Il a dit que vous aviez tout acheté dans la vie, même Céleste. Elias Thorne ferma les yeux et une grimace de douleur traversa son visage. Peut-être qu'il a raison. Peut-être que j'ai vraiment pensé que l'argent résolvait tout. J'ai inondé Céleste de cadeaux, je lui ai acheté une immense maison, une voiture de luxe. Je pensais que c'était ça l'amour, donner à une personne tout ce qu'elle voulait, mais j'ai oublié la chose la plus importante, me donner moi-même, mon temps, mon attention. Il ouvrit les yeux et regarda Echa. Avec toi, je ne veux pas répéter cette erreur. Je ne veux pas qu'il n'y ait que de l'argent entre nous. Mais nous avions déjà un accord. Echa sentit sa voix trembler. Vous m'avez acheté. Vous avez payé pour ma compagnie. N'est-ce pas la même chose? Au début, oui, admit Elias. Mais maintenant, Echa. Dis-moi honnêtement, quand tu étais assise près de mon lit la nuit où je suis tombé, quand tu m'as lu des livres, que tu as pris soin de moi cette semaine, l'as-tu fait uniquement parce que j'ai payé le traitement de ta mère, ou y avait-il autre chose?
Esha resta silencieuse. Elle ne savait pas quoi répondre parce qu'elle ne comprenait pas pleinement ses propres sentiments. Quand elle s'occupait d'Elias, ce n'était pas un fardeau. De plus, elle s'inquiétait pour lui, elle était préoccupée quand il n'allait pas bien, mais était-ce de l'amour ou simplement de la pitié pour un homme seul et malade? Je ne sais pas, admit-elle finalement. Je me soucie vraiment de ce qui vous arrive, mais je ne peux pas dire que je vous aime. Ce serait un mensonge. Je ne demande pas l'amour. Elias Thorne tendit la main et recouvrit doucement sa main de la sienne. Je te demande juste de ne pas partir, de rester avec moi jusqu'à la fin, et pas à cause de l'argent, pas à cause du testament, mais simplement parce que je me sens mieux quand tu es près de moi. Esha regarda leurs mains jointes. Sa paume était chaude, ses doigts lui serraient doucement la main, et dans ce contact, il n'y avait rien d'exigeant, rien d'insistant, seulement une demande et un espoir. D'accord, murmura-t-elle. Je vais rester. Ils restèrent ainsi pendant plusieurs minutes en silence. Puis Esha retira prudemment sa main. Vous devez vous reposer, et moi. Je dois réfléchir. Elle quitta la pièce et monta dans la sienne. Toute la nuit, elle ne put dormir, se retournant sans cesse, repassant la conversation avec Elias et les mots de Silas dans sa tête. Au matin, elle avait pris une décision. Au petit déjeuner, elle dit à Elias, « Je veux que vous ne changiez pas le testament. » Il laissa tomber la fourchette qu'il allait utiliser pour manger son omelette. « Quoi ? Ne changez pas le testament à mon nom, répéta fermement Esha. Je ne veux pas que l'argent pèse entre nous. Je ne veux pas penser à l'héritage chaque fois que vous ne vous sentez pas bien, et je ne veux pas que vous pensiez que je suis ici uniquement pour cette raison. Esha, c'est insensé. Elias Thorne secoua la tête. Tu m'as épousé à la condition que tu reçoives une sécurité. Je ne peux pas. Vous pouvez, l'interrompit Esha. Vous ne me devez rien. Maman reçoit déjà des soins. La dette de papa est réglée. C'est suffisant. Le reste, c'est seulement si je le mérite vraiment, pas en tant qu'épouse contractuelle, mais en tant que, elle s'arrêta, cherchant ses mots, en tant que quelqu'un que vous chérissez sincèrement. Elias Thorne la regarda longuement et des larmes brillèrent dans son œil visible. Tu es incroyable, murmura-t-il, absolument incroyable. Je ne veux juste pas vivre avec l'idée que j'attends que tu meures pour l'argent. Esha confessa. Ce que vous avez déjà fait pour ma famille est suffisant, et si vous voulez encore me laisser quelque chose, ne le faites que lorsque vous êtes certain que je le mérite, pas avant. Darius Powell apparut dans l'embrasure de la porte. Monsieur Thorne, le notaire s'est libéré plus tôt. Il peut venir ce soir si cela vous convient. Elias et Esha échangèrent un regard. Il haussa un sourcil interrogateur, et elle acquiesça. La décision était prise. Dites-lui que j'ai changé d'avis, dit Elias Thorne à l'assistant. Je ne changerai pas le testament. Darius Powell les regarda tous les deux avec surprise, mais resta silencieux, se contentant d'acquiescer et de partir. Les jours suivants se passèrent dans une étrange tension. Esha sentait que sa décision de refuser le testament avait changé quelque chose entre elle et Elias. Il la regardait différemment, avec une sorte de révérence et de tendresse qui n'était pas là auparavant, et elle-même se surprenait à lui manquer plus souvent quand il n'était pas là. L'opération de sa mère avait réussi. Esha passa toute la journée à la clinique à tenir la main de son père, qui était hors de lui d'inquiétude. Quand le chirurgien sortit du bloc opératoire et annonça que tout s'était bien passé, Marcus fondit en larmes, et Esha sentit le poids qui l'écrasait depuis des mois enfin s'éloigner de ses épaules. Ce soir-là, elle revint au domaine fatiguée mais heureuse. Elias Thorne l'attendait dans la bibliothèque, et quand elle lui annonça la nouvelle, il sourit vraiment, malgré son visage déformé. « Je suis heureux, Esha, très heureux pour toi et ta famille. Tout est grâce à vous. » Elle s'assit à côté de son fauteuil. « Sans vous, maman n'aurait pas vécu assez longtemps pour subir l'opération. Alors j'ai fait au moins une chose bien dans cette vie. » Il prit sa main dans la sienne. « Tu sais, j'ai réfléchi à ce que tu as dit à propos du testament, et je veux que tu saches que je prendrai quand même soin de toi. Peut-être pas par le biais du testament, mais il y a d'autres moyens, une fiducie, par exemple. Silas ne pourra pas la contester. Monsieur Thorne, s'il vous plaît. » Il lui serra la main. « Permettez-moi de faire cela, non pas parce que vous êtes mon épouse contractuelle, mais parce que vous me êtes devenue chère, très chère, et je ne peux pas permettre que vous soyez laissé sans rien après ma mort pendant que Silas nage dans l'argent. » Esha plongea son regard dans ses yeux et y vit une telle sincérité qu'elle ne put refuser. « D'accord,
mais seulement une somme raisonnable, pas toute la fortune. Marché conclu. Elias Thorne soupira de soulagement. Ils restèrent dans la bibliothèque tard dans la soirée, parlant de livres, de la vie, de rêves. Elias parla des endroits où il était allé, des pays qu'il souhaitait pouvoir montrer à Aisha si sa santé le lui permettait. Elle écoutait, imaginant ses voyages, et réalisa tristement qu'il n'arriverait jamais. « À quoi penses-tu » demanda Elias Thorne, remarquant son regard triste. « Je pense que c'est injuste. Vous savez tellement de choses, vous avez vu tellement de choses, et maintenant vous êtes confiné dans cette maison, cette chaise. » Elle s'arrêta. « Vous rêviez de me montrer le monde, mais nous savons tous les deux que c'est impossible. Tout n'est pas perdu. » Elias Thorne sourit de façon inattendue. « J'ai une idée, mais c'est une surprise. Tu le découvriras demain. » Le lendemain matin, Aisha se réveilla en entendant frapper à la porte. Esther apporta un plateau avec le petit déjeuner et sourit mystérieusement. « Monsieur Thorne m'a demandé de vous dire de vous habiller chaudement et de descendre à l'entrée principale à 10 heures. »« Que se passe-t-il » demanda Aisha, intriguée. « Vous verrez. » La gouvernante se contenta de sourire énigmatiquement. Exactement à 10 heures, Aisha descendit. Elias Thorne l'attendait à l'entrée, vêtu d'un manteau chaud et s'appuyant sur sa canne. Darius Powell se tenait à proximité. « Nous allons faire un tour » annonça Elias. « Je veux te montrer un endroit. » Ils montèrent dans la voiture, un SUV spacieux avec des sièges confortables, et s'éloignèrent. Le trajet dura environ 1 heure. Aisha regardait le paysage défiler par la fenêtre, des champs, des bosquets, de petites villes. Elias était silencieux, mais un sourire flottait sur son visage. Finalement, ils s'arrêtèrent près d'un petit lac entouré de bois. La rive était parsemée de feuilles d'automne colorées. L'eau était calme et claire, reflétant le ciel. Juste au bord de l'eau se trouvait un gazebo en bois avec vue sur le lac. « C'est mon endroit préféré » dit Elias quand ils sortirent de la voiture. Darius l'aida à atteindre le gazebo. « J'ai acheté ce terrain il y a des années. Je voulais y construire une maison, mais je n'ai jamais eu le temps de le faire, puis l'accident vasculaire cérébral est arrivé, et j'ai décidé que je ne reviendrai pas ici, trop loin, trop difficile avec ma santé. »« Alors, pourquoi sommes-nous venus » demanda Aisha, s'asseyant à côté de lui sur le banc dans le gazebo. « Parce que j'ai réalisé que si ce n'est pas maintenant, alors jamais. » Elias Thorne regarda le lac. « Je ne peux pas te montrer Paris ou Rome, je ne peux pas t'emmener à la montagne ou à la mer, mais je peux partager ce qui est précieux pour moi, cet endroit, cette beauté. » Aisha sentit une boule dans la gorge. Elle regarda le lac, les arbres se reflétant dans l'eau, la scène calme et paisible qui les entourait, et comprit que c'était vraiment beau, peut-être même plus beau que des sites étrangers. « Merci » murmura-t-elle. « C'est un endroit vraiment spécial. » Ils restèrent assis là pendant plus d'1 heure, profitant simplement du calme et de la paix. Elias Thorne raconta comment il avait trouvé le lac, comment il rêvait d'y construire une petite maison pour sa famille. Aisha écoutait et imaginait ce qu'aurait pu être sa vie si les choses s'étaient déroulées différemment. Sur le chemin du retour, Elias Thorne s'endormit dans la voiture, reposant sa tête sur l'épaule d'Aisha. Elle resta immobile, craignant de le réveiller, et regarda son visage. Même déformé par la paralysie, il lui paraissait maintenant familier. Autrefois, elle n'avait vu qu'un vieil homme malade qui l'avait acheté. Maintenant, elle voyait une personne au cœur brisé qui essayait de trouver un peu de chaleur avant la fin, et elle réalisa soudain qu'elle était tombée amoureuse, pas passionnément, pas follement, mais tranquillement, profondément, véritablement. La pensée la choqua et l'effraya en même temps. Elle était tombée amoureuse d'un homme mourant, un homme qui avait si peu de temps à vivre. Ce soir-là, alors qu'Elias Thorne se reposait après le voyage, Esther frappa à la porte d'Aisha. Le visage de la gouvernante était troublé. « Nous avons un problème » dit-elle doucement. J'ai surpris une conversation téléphonique de Darius Powell. Il parlait à Silas Thorne de la santé de Monsieur Thorne, de son départ de la maison aujourd'hui. Silas a demandé quand cette fin pourrait arriver, et Darius a répondu « bientôt, très bientôt ». Aisha eut froid. « Vous pensez ?» ?»« Je ne sais pas quoi penser » Esther secoua la tête, « mais je n'aime pas ce que j'ai entendu. Darius Powell travaille pour Monsieur Thorne depuis 20 ans, mais il connaît aussi bien Silas, et si le testament est toujours au nom du jeune frère. » Elle ne termina pas sa phrase, mais Aisha comprit tout. « Nous devons avertir Monsieur Thorne. »« L'avertir de quoi ?» La gouvernante leva les bras au ciel. «
Nous n'avons aucune preuve, juste des soupçons, et Monsieur Thorne fait confiance à Darius comme il se fait confiance à lui-même. Alors je serai plus vigilante, dit Aisha avec détermination. Je ne le quitterai pas d'une semelle. Pendant les jours suivants, elle ne quitta effectivement presque pas Elias Thorne. Le matin, ils prenaient le petit déjeuner ensemble, pendant la journée, elle lui lisait des livres où ils discutaient simplement, et le soir, ils dînaient. Darius Powell essaya de l'éloigner à plusieurs reprises, sous différents prétextes, des documents à signer, ou pour parler de la décoration de sa chambre, mais Aisha trouvait toujours une raison de rester avec Elias. Elle vit l'assistant froncer les sourcils, vit les regards irrités qu'il lui lança, mais il ne dit rien, n'insista pas. Peut-être qu'Esther s'était trompée, peut-être que la conversation était inoffensive. Mais alors, il s'est passé quelque chose qui a dissipé tous les doutes. Cela s'est produit une semaine après le voyage au lac. Aisha apporta à Elias Thorne son thé du matin, comme elle le faisait tous les jours. Il était assis dans son fauteuil près de la fenêtre, tenant un document. Son visage était mortellement pâle. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Aisha, alarmée. Elias Thorne lui tendit silencieusement le papier. C'était une impression d'un virement bancaire. Une très grosse somme avait été transférée de son compte vers un compte offshore il y a 3 jours, et la signature sur le document de virement était la sienne. « Je n'ai pas fait ça, murmura-t-il. Aisha, je n'ai pas signé ce virement. Je n'ai même jamais vu ce document. Aisha regarda la signature. Elle était en effet très similaire à l'écriture d'Elias Thorne, qu'elle avait vue à plusieurs reprises, mais il y avait un détail, la dernière lettre du nom de famille. Elias la dessinait toujours avec une fioriture distinctive, ici, la fioriture était manquante. « C'est un faux, dit-elle. Quelqu'un a falsifié votre signature et a volé l'argent. Darius. Elias Thorne halta. Lui seul a accès à mes comptes. Lui seul aurait pu faire ça. À ce moment, la porte s'ouvrit brusquement, et Darius Powell lui-même apparut sur le seuil. Dans sa main, il tenait une arme de poing. « Quel dommage que vous ayez découvert cela si rapidement, Monsieur Thorne, dit-il froidement. Je comptais avoir plus de temps. » Aisha instinctivement fit un pas en avant, protégeant Elias. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait sortir de sa poitrine. « Darius, qu'est-ce que vous faites ?» La voix d'Elias Thorne trembla, non pas de peur, mais de la douleur de la trahison. 20 ans. 20 ans que tu es à mes côtés. 20 ans que j'étais votre ombre, cria l'assistant, le visage déformé. 20 ans que j'ai exécuté tous vos caprices, souris, me suis incliné. Vous ne m'avez même pas remarqué en tant que personne. Je n'étais qu'une fonction, un outil, et Silas Thorne, il m'a offert une part, de l'argent réel, après votre mort. Tout ce que j'avais à faire, c'était aider à ce que cela se produise un peu plus vite. Vous vouliez le tuer. Murmura Aisha. Je ne voulais pas, je veux le faire, corrigea froidement Darius. Aujourd'hui, tout de suite. Un accident, le vieil homme est tombé dans les escaliers. Personne ne prouvera rien, et demain Silas Thorne hérite de tout, et j'obtiens ma part. Et moi? Aisha demanda, essayant de gagner du temps. Qu'en est-il de moi? Vous étiez un témoin. Malheureusement, vous avez essayé d'aider votre mari et vous êtes tombé aussi. Une tragédie. Elias Thorne essaya de se lever, mais Darius pointa l'arme directement sur lui. Asseyez-vous. À ce moment, la porte derrière Darius Powell s'ouvrit brusquement, et Esther fit irruption dans la pièce avec un lourd chandelier dans ses mains. Le coup atterrit précisément sur l'arrière de sa tête. Darius grogna et s'effondra sur le sol. L'arme tomba de ses mains. J'ai entendu, halta la gouvernante. J'ai entendu et j'ai appelé la police. Ils sont déjà en route. Aisha se précipita vers Elias. Il était assis pâle, en état de choc. Elle le serra dans ses bras, et il s'accrocha à elle comme un enfant. C'est fini, murmura-t-elle. Tout va bien. Je suis là. La police arriva 10 minutes plus tard. Darius Powell fut emmené menotté. Il s'avéra qu'Esther avait déjà contacté la banque et bloqué le virement. L'argent était resté sur le compte d'Elias, et les enregistrements des caméras de surveillance installées dans le manoir montraient Darius falsifiant la signature. Silas Thorne fut également arrêté. La correspondance sur le téléphone de Darius était pleine de preuves de leur complot. 3 mois passèrent. Aisha était assise dans le même gazebo au bord du lac où il s'était rendu avec Elias. Il était assis à côté d'elle,
mais sans canne. La rééducation, qui commença après l'arrestation de Darius, donna des résultats inattendus. Il s'avéra que certains des symptômes étaient exacerbés par des médicaments que l'assistant avait secrètement administrés. Sans ces additifs, Elias commença à se rétablir. « À quoi penses-tu » demanda-t-il, prenant sa main. « Au drôle de voyage que nous avons dû faire. » Esha regarda son visage. La paralysie n'avait pas complètement disparu, mais elle était considérablement réduite. Il ne portait plus le masque. « Nous avons commencé comme des étrangers liés par un contrat, termina Elias, et maintenant. Maintenant nous sommes une famille, une vraie famille, sans contrat ni condition. Tu sais ce qui est drôle. » Esha sourit. « Lors de notre nuit de noces, je pensais que lorsque vous enlèveriez votre masque, je verrais un monstre, mais j'ai vu une personne, juste une personne qui avait besoin d'amour. Et tu m'as donné cet amour. » Elias Thorne se pencha et l'embrassa doucement, avec précaution, le premier vrai baiser de tout leur mois de mariage. Au loin, sur les rives du lac, des constructeurs posaient les fondations de la maison, celle dont Elias avait rêvé. Maintenant, ce n'était plus un rêve, mais une réalité, leur avenir. Et dans la poche de la veste d'Elias Thorne se trouvait un nouveau document, un testament qui transférait l'ensemble de son patrimoine à Esha, non pas parce qu'elle était son épouse contractuelle, mais parce qu'elle lui avait sauvé la vie et, plus important encore, lui avait donné de l'amour.